Non. Je dis bonsoir à tout le monde. Je remercie aussi tout le monde de s'être déplacé à l'Île-sur-Tête, donc la banlieue de Perpignan. Coin très sympathique d'ailleurs, où j'ai fait un petit footing cet après-midi, à côté d'une chapelle d'ailleurs. Donc une fois merci de vous être dégagé de vos obligations pour à quelques semaines de Noël, naissance de notre Seigneur, écouter nos conférences sur les géants et l'Atlantide. C'est une conférence qui a pour but de reprendre le terrain qui a été lâché par l'Église, qui s'est matérialisé, c'est-à-dire que nous, sans trop me disperser, je dirais que l'Église s'est matérialisée effectivement et a perdu l'essentiel de son message. L'essentiel du message, effectivement, c'est d'expliquer, entre autres par la science, l'existence du Créateur ou d'un Créateur et de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon but, effectivement, c'est à travers des exemples bien précis, démontrer, ce que l'Église donc ne fait plus, j'insiste très lourdement là-dessus, démontrer l'existence de Dieu, je dirais les connaissances aussi des pères de l'Église, puisque mon travail évince tout ce qui est ésotérique, comme ces gens qui sont von Däniken, Charroux, etc., qui donnent de très mauvaises interprétations sur des observations qui quelquefois sont réelles. Très mauvaises interprétations parce qu'elles éloignent de Dieu. Donc moi, concernant ce thème qui est primordial, les géants et l'Atlantide, je vais me réapproprier des explications pour les mettre au centre de l'Église. Et donc pour retrouver en quelque sorte la foi. Je pourrais commencer mon exposé par deux citations, l'une étant de Fernand Crombette, qui est décédé en 1971, qui est un scientifique autodidacte, spécialiste des langues anciennes comme le copte, les hiéroglyphes aussi, c'est-à-dire qu'il démentait les connaissances de Champollion, parce qu'il disait que Champollion, grosso modo, avait très mal décrypté les hiéroglyphes, et donc Fernand Crombette, sur lequel effectivement je m'appuie pour l'Atlantide notamment, disait que la science, loin d'être l'été noir de la foi, permettait justement de retrouver la foi. Et c'est ce qu'on retrouve aussi chez le très mauvais Pasteur, je dirais Pasteur, qui est très critiquable effectivement, parce qu'on sait très bien qu'intellectuellement il avait pris ses travaux un peu partout. Pasteur disait que un peu de science éloigne de la foi, beaucoup de science ramène à la foi. Et on va bien voir que les géants ramènent à la foi, tout simplement parce que ça déboulonne un des plus grands mensonges de l'histoire de l'humanité, qui est le darwinisme. Donc, tout d'abord, après ces deux citations que je trouve très importantes, on va, à l'aide de 3 cas, montrer que la science est entre les mains, je dirais d'une manière très libérée, la science est entre les mains de satanistes, c'est-à-dire de gens qui se servent de la foi pour éloigner de Dieu. Et comme dans le ciel effectivement il n'y a pas de neutralité, soit vous êtes dans le camp de Dieu, soit vous êtes dans le camp de son ennemi, qui mène effectivement l'humanité à la perte. Le premier cas donc qu'on peut prendre, c'est celui de Beagle 2. Beagle 2 est une sonde qui doit atterrir sur Mars le 25 décembre, comme par hasard, 2003. Beagle étant le bateau qui amène Darwin aux îles Galapagos. Cette sonde doit aller sur Mars
et atterrir sur Mars un 25 décembre. Donc vous voyez très bien que Beagle 2, 25 décembre, ne sont pas choisis au hasard. Et le but, c'est de montrer qu'il y a de l'eau sur Mars. Ils ont perdu la sonde peu de temps avant, ils n'ont jamais pu mener cette mission à bien. On voit bien que, à travers ce cas-là, cette mission qui était montée par l'Agence spatiale européenne, on voit bien effectivement un dessin anti-Dieu. Je peux aussi citer le cas de Jack Parsons, à qui la NASA doit son projet spatial, parce que Jack Parsons était un chercheur, le responsable aussi donc de carburant pour permettre à la NASA de mener à bien ses projets spatiaux. Nous sommes dans les années 40, après la Seconde Guerre mondiale. Et Parsons était un admirateur de Crowley. Crowley qui est le plus grand mage sataniste du XXe siècle. Crowley explique dans Magic and Theory and Practice qu'il sacrifie dans les années 10 150 enfants par an. Dans le 12e chapitre, pour être plus précis. Et Parsons est un admirateur de Crowley. Parsons est un sataniste donc, qui travaille pour la NASA, qui espionne pour le compte d'Israël entre autres. Et il filme ses ébats amoureux avec sa mère. Donc on voit tout de suite où mène le démon. Et quand il est décédé, Guggenheim, qui appartient aux 13 lignées sataniques, c'est ainsi que le décrit Fritz Springmeier, qui est un Américain. Guggenheim dit on va donner le nom de Parsons à un des cratères de la Lune. Pas n'importe quel cratère, un cratère de la face cachée de la Lune. Ce deuxième cas montre encore vers quelle direction la science nous amène. Ensuite, cas tout à fait intéressant, en 2009, c'est-à-dire au 150e anniversaire de la publication du livre de Darwin, de l'origine des espèces, les loges maçonniques, alors, on parlait du Grand Orient de France, de la Grande Loge féminine de France et la Fédération française du droit humain, ont annoncé la fondation d'une mission commune de vigilance sur les mouvements sectaires. Quand la franc-maçonnerie parle de mouvements sectaires, on sait très bien qui elle vise, c'est-à-dire les partisans de Dieu, qu'ils soient catholiques ou musulmans bien entendu. Je signale en passant que la franc-maçonnerie est satanique. Il suffit très simplement, parce que si on n'a rien dit en termes de satanisme sur la franc-maçonnerie, on n'a rien dit. Il faut être très clair là-dessus, donc il faut se rabâcher. La franc-maçonnerie est satanique. Je prends quelques cas de pontes de la franc-maçonnerie. Adam Weishaupt, en 1770, dans le Testament de Satan, dit que la franc-maçonnerie adore Lucifer. 100 ans après, le général Pike, qui est un sudiste d'ailleurs, 33e degré, connu pour, on va dire, son comportement très sanguinaire. On voit que la franc-maçonnerie n'est pas toujours très humaine. Mais bon, ça on le sait très bien, hein, puisqu'elle est à la base de l'avortement, qui cause tout un génocide, on va dire, moderne, mais bien réel celui-là. Pike écrit dans Moral Saint Dogma en 1871 que le secret de la franc-maçonnerie est l'adoration de Lucifer. Et il précise que pour les francs-maçons de petit grade ou de moyen grade, il suffit de donner des fausses interprétations des symboles pour que effectivement les francs-maçons ne connaissent pas la vraie nature de leur hiérarchie. La franc-maçonnerie n'a absolument pas changé.
Et je pourrais prendre François Fechtot, qui est un historien, qui explique très clairement que la Première Guerre mondiale a été fomentée par la franc-maçonnerie. Donc, la franc-maçonnerie est véritablement une officine du crime et génocidaire. Je dois m'arrêter là parce que après je vais m'emporter. En tout cas, à travers ces cas-là, on voit très bien, à travers le cas de Beagle 2, de Jack Parsons et de la franc-maçonnerie, qui veut créer une mission de vigilance contre les mouvements sectaires, on voit bien que la science, aujourd'hui, est entre les mains de gens qui ne sont pas, entre guillemets, je dis bien, croyants. Ils sont croyants, mais ils ne travaillent pas pour Dieu. Alors, le thème des géants est principal, comme je le disais en début d'exposé, tout simplement parce qu'il permet de déboulonner le darwinisme. Et comment? Par des questions en cascade ou en tiroir. La première question, quand je parle de géants, donc, je parle d'hommes qui pouvaient faire 4 voire 5 mètres. Et dans mon exposé, je vais démontrer avec des publications très sérieuses, et même certaines existent aujourd'hui, que les géants ont existé et qu'il y a des preuves scientifiques. Les questions en cascade sont très simples. Si les géants ont existé, ont-ils existé à une période où tout était gigantesque? C'est-à-dire, est-ce que les géants ont pu connaître les dinosaures? Si tel est le cas, est-ce que les dinosaures ont réellement disparu il y a, on va dire, 60-70 millions d'années? Si les dinosaures, pour l'instant je livre les questions, après je vais apporter de la chair et de l'épaisseur à ces questions-là à travers des réponses percutantes. Si les dinosaures n'ont pas disparu il y a 60-70 millions d'années, on peut se poser aussi cette autre question: est-ce que la Terre a réellement 4,5 milliards d'années? Il faut savoir que jusqu'à la Révolution française, on était persuadé que la Terre avait 6000 ans. C'est-à-dire, on avait une lecture biblique. Aujourd'hui, c'est le docteur Dominique Tasso qui parle de cela. Il explique que jusqu'à la Révolution française, la Terre avait 6000 ans, et au fur et à mesure, on glisse. La Terre a quelques centaines de milliers d'années, quelques millions d'années, pour atteindre aujourd'hui quelques milliards d'années. Et toujours avec 10% d'erreur. Le but est très simple, c'est-à-dire que on perd comme ça notre notion du temps. Et on peut mettre, avec les longues périodicités, tous les dogmes qui effectivement ne sont pas prouvés pour nous éloigner de la vérité. C'est-à-dire formation de la première cellule, etc., tous les délires, comme on veut. On peut mettre cela à des milliards d'années, c'est-à-dire dans des périodes où on ne peut rien vérifier. Et c'est exactement pareil avec l'astronomie. On vous balade dans des contrées complètement inexplorables de l'univers, où on vous raconte tout et n'importe quoi, mais vous ne pouvez jamais rien vérifier. Le cas le plus prégnant à l'heure actuelle, ce sont les exoplanètes, c'est-à-dire les planètes en dehors du système solaire, où on commence à vous parler d'exoplanètes gazeuses dans les années 90, et ensuite on passe aux exoplanètes telluriques. Tout ça étant fait pour habituer notre esprit à ce qu'il y ait de la vie en dehors de la Terre.
Mais on ne peut jamais vérifier, effectivement, parce que ces exoplanètes sont dans des endroits très poussiéreux de l'univers, et on n'explique jamais, ou on balaie l'explication de planètes qui pourraient être en fait des étoiles avortées, qui selon effectivement la théorie évolutionniste n'auraient pas eu assez d'hydrogène ni assez d'hélium pour faire leur combustion. Ça, effectivement, il le balaie complètement, et vous avez donc des exoscientifiques ou des exobiologistes qui imaginent des températures sur certaines planètes, etc. C'est pas de la science, c'est de la science-fiction en fait. C'est de la science-fiction. Mais ça marche parce que les gens ont perdu la notion de la science avec la lecture de la Bible. Je peux prendre un exemple très simple, c'est le cas du lièvre. Dans la Bible, il est mentionné que le lièvre est un ruminant, c'est-à-dire qu'il a deux étapes. Première étape de digestion ou de déjection anale, et ensuite il remange des crottes qui ne sont pas définitives. Et ça a été reconnu dans les années 50, c'est-à-dire que ce que la Bible écrivait pendant 2000 ans, des scientifiques s'en sont aperçus en 1950. Et entre-temps, on disait, mais regardez, la Bible se trompe, elle raconte n'importe quoi. Ça, c'est écrit aussi dans un livre du docteur Dominique Tasso, où il explique cela. Et je vais continuer en expliquant certaines choses par rapport aux géants avec la Bible, et vous allez voir que la Bible est aussi un livre qui est très scientifique, et ce n'est pas un livre de science-fiction. En tout cas, ce qui est très surprenant, c'est que il y a différentes formes de gigantisme. C'est-à-dire, pour les espèces que l'on constate à l'heure actuelle, vous pourrez prendre le paléontologue, l'étude du paléontologue danois en 1890, Peter William Lund, qui au Brésil trouve un lynx géant. Et ce cas est également étudié par le professeur Louis-Claude Vincent, qui n'est pas n'importe qui est professeur de l'école d'anthropologie de Paris, dans un livre qu'il édite en 1969 sur Mu, continent de Mu. Vous avez aussi le cas de la libellule. Tout le monde connaît les libellules, on en rencontre l'été. Mais autant de la préhistoire, de la pseudo ou de la prétendue préhistoire, parce que la préhistoire n'a pas du tout existé, j'en reparlerai. On dit qu'il y avait des libellules qui mesuraient 70 cm, qu'on appelle la Meganeura moni. Donc vous avez plusieurs espèces dans la faune, dans la flore, où on trouve une correspondance gigantesque au temps de la soi-disant préhistoire. Et il y en a un qui passe à la trappe, comme par hasard, malgré toutes les preuves scientifiques, c'est l'homme. Il y a un problème, l'homme n'est pas recensé, alors que la Bible en parle à 17 reprises, des géants. Le plus connu étant Goliath. Et je vais vous montrer aussi que vous avez des pères de l'Église qui parlent des géants. C'est tout à fait passionnant. Quand je vous disais que l'homme pouvait avoir connu les dinosaures, vous avez une scientifique qui n'est absolument pas créationniste, il s'agit du docteur Marie Schweitzer, qui est paléontologue, et qui en 1993, dans le Montana, pour être plus précis, à Elk Creek, découvre des tissus non décomposés sur le squelette d'un Tyrannosaurus rex. Elle parle même des tissus veineux qui ne sont pas décomposés. Ce n'est pas dans de la glace. Quand vous retrouvez un squelette de dinosaure avec de la chair et des tissus veineux, je ne pense pas que ce dinosaure-là soit disparu il y a 60 millions d'années. Vous avez aussi le cas en 1935 du docteur Burdick à Glen Rose au Texas. Il découvre sur des plaques de craie des empreintes de géants à côté d'empreintes de dinosaures. Il raconte aussi qu'il y a des archéologues qui n'ont pas supporté ça et ils ont essayé de détruire les vestiges.
Ce n'est pas la première fois. Hein. Les évolutionnistes, quand il y a quelque chose qui contredit leur théorie, on a vu ça dans la Vallée des Merveilles aussi à Nice, où de l'art pariétal contredisait la théorie d'homme préhistorique débile, c'est-à-dire de l'art pariétal tellement évolué qu'on voyait effectivement que ça avait été créé par des hommes extrêmement évolués. Et on a découvert effectivement que une nuit, des gens étaient là pour casser ces vestiges de la soi-disant préhistoire. C'est continuel, c'est continuel. Quand les évolutionnistes tombent sur un cas qui contredit leur théorie, effectivement ils le mettent sous oubliette et ils essayent de le détruire. C'est constant. C'est un peu un esprit gauchiste qui existe. On trouve ça aussi avec les communistes. Donc, on voit bien que les dinosaures, il y a des cas qui perturbent effectivement notre réflexion en termes de milliards d'années, de millions d'années de milliards d'années pour l'âge de l'univers et de millions d'années pour la disparition des derniers dinosaures. Alors quand on regarde l'univers, on voit bien que la Terre ne peut pas avoir 2 milliards d'années parce que l'univers n'a pas 2 milliards d'années, tout simplement. Le cas des comètes est un des plus intéressants, mais ce n'est pas le seul. Il y en a des centaines de cas. Mais le cas des comètes est tout à fait intéressant parce qu'on veut leur faire porter l'héritage du système solaire et de l'univers. Ce sont un peu les dinosaures de l'univers. Et donc, ils sont un peu gênés, les scientifiques. Les évolutionnistes sont un peu gênés parce que la comète, pour se déplacer, est obligée d'avoir un petit noyau. Et comme il y a une usure, on va dire une consommation à l'approche du Soleil, pour dire qu'une comète, pour affirmer qu'une comète a des milliards d'années, il faut trouver un stratagème, parce qu'elle ne peut pas avoir un gros noyau. Et donc ils ont trouvé le prétexte du nuage d'Oort au-delà d'Uranus, c'est-à-dire aux limaces du système solaire, pour dire que le nuage d'Oort donc était une station-service avec des planétésimaux, enfin une sorte de poussière. Et lorsque la comète sort, une comète sort du système solaire, elle se régénère en quelque sorte. Et avec les progrès de la science, vous aviez Carl Sagan qui parle du nuage d'Oort, des plus grands astronomes, prétendus astronomes. Hein. Et avec les progrès de la science, on s'est rendu compte avec des sondes que ce nuage d'Oort n'existe absolument pas. Je pourrais aussi parler d'un satellite de Jupiter qui s'appelle Io, qui est bombardé toutes les 6 secondes d'éclairs par Jupiter. Et il y a une surface saline. Et en même temps, l'activité volcanique de Io est intense, c'est-à-dire que ce satellite donc, de Jupiter envoie des pins même au-delà de son centre, enfin de son attraction. Donc c'est pour dire véritablement l'activité de ce satellite. Et en étant bombardé toutes les 6 secondes par des éclairs provenant de Jupiter, avec la surface saline, s'il y avait des milliards d'années, il n'y aurait plus de surface saline et ce satellite n'existerait plus, étant donné son activité volcanique. Et vous avez la même chose avec Saturne, où vous avez aussi des satellites de Saturne qui jouent le rôle de balai avec les anneaux de Saturne, c'est-à-dire que quand ces satellites dans Saturne tournent à l'intérieur effectivement des anneaux, les anneaux s'éclaircissent. Et si l'univers avait des milliards d'années, il n'y aurait plus d'anneaux autour de Saturne. Je pourrais aussi parler du sel dans les océans, qui n'est pas en quantité suffisante pour une Terre qui aurait 4 milliards d'années. Il y a d'autres cas aussi, on peut parler, autant que je me souvienne, mais à vérifier, parce que là je peux me tromper, parce que je suis en improvisation, le taux de poussière qui se dépose sur la Lune est de
14 000 tonnes par an. Et si notre système solaire avait 4 milliards d'années, il y aurait 300 mètres d'épaisseur de poussière sur la Lune. Or ce n'est pas le cas. Et on part du principe effectivement que la Lune a exactement le même âge que la Terre. C'est ce que reconnaissent les évolutionnistes du moins. Enfin un certain temps, maintenant je ne sais plus où est-ce qu'ils en sont, parce que tout change là aussi. Donc on voit bien que l'on peut avoir une lecture des périodicités qui s'accorde très bien avec la Bible. Et c'est pour ça que les géants ne sont pas étudiés, parce que comme on l'a vu avec nos questions en tiroir, on déboulonne tous les dogmes du darwinisme sur les périodicités. Parce que le but du darwinisme, on le voit avec Beagle 2, qui doit atterrir sur Mars le 25 décembre 2003, le but du darwinisme, c'est de prouver ou d'affirmer, on va dire, que la vie est le fruit du hasard. C'est-à-dire que nous n'avons pas de créateur. Vous avez un scientifique aux États-Unis, Kent Hovind, qui explique aussi que avec le darwinisme, on change l'esprit des gens. C'est-à-dire que quand le darwinisme s'implante, vous avez recrudescence effectivement de la violence, vous avez une explosion des avortements, des divorces, etc., etc. Tout simplement pourquoi? Parce que l'homme ne sait pas d'où il vient et il ne sait pas où il va. Et comme je me plais souvent à le dire et à le répéter, on a implanté le darwinisme en Chine dans les années 1890 pour ensuite donc changer les esprits et pour pouvoir implanter plus de 40 ans après le communisme. D'ailleurs, je fais une parenthèse à propos de ça. Le tsar de Russie Nicolas II avait envoyé sur le mont Ararat une expédition pour étudier l'arche de Noé. Cette expédition a été arrêtée parce qu'effectivement il y avait la révolution bolchevique et quasiment toutes les personnes, les scientifiques qui sont partis sur le mont Ararat pour étudier l'arche de Noé ont été exécutés par les communistes. Donc on voit bien, on parle de la Chine, on parle de la Russie, ce sont toujours les mêmes techniques qui reviennent avec les gauchistes et les francs-maçons, c'est-à-dire qu'il faut tuer. C'est leur principe. Ils tuent la science, ils tuent les scientifiques, tout ce qui va à l'inverse de leur dogme, ils éradiquent, ils tuent. Donc, nous voyons bien que le darwinisme et les géants, effectivement, le darwinisme est une doctrine qui sert à éloigner l'homme de Dieu, et que les géants déboulonnent effectivement le darwinisme et ramènent à Dieu. C'est pour ça, et l'Atlantide, on va voir aussi pourquoi, ramène à cela. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas parler ni des géants, ni de l'Atlantide. Alors qu'il y a des preuves, alors d'une clarté. En parlant de Darwin, je reviens sur un petit point. C'est le directeur du département de recherche fondamentale au ministère des Sciences et Technologies à Pékin, qui s'appelait Zhang Xianen, qui disait que il ne pouvait changer la nature, mais il changea le monde entier, en parlant de Darwin. Et c'est Crowley aussi, donc le plus grand mage sataniste qui sacrifiait des enfants, qui était du 33e grade de la franc-maçonnerie, qui déclarait: mon moyen est la science, mon but est la religion. C'est très clair. Avec la fausse science, il faut couper l'homme de Dieu. Alors c'est tout à fait intéressant parce que quand Darwin a fait paraître son livre en 1859 de l'origine des espèces, son livre n'a eu aucun succès. Vous avez par exemple le biologiste bavarois décédé en 2005,
à l'âge de 101 ans, le professeur Ernst Mayr, qui dit très clairement que De l'origine des espèces a été accueilli comme une nouvelle Bible, mais que c'était une pure légende. Tout à fait intéressant aussi de remarquer que de 1859 à 1869, donc pendant une période de 10 ans, le livre de Darwin s'est vendu seulement à 9000 exemplaires. Et le musée d'histoire naturelle de Paris refusa même d'acheter l'ouvrage pour sa bibliothèque. On voit bien que Darwin n'avait aucun succès. En fait, c'est Karl Marx qui l'a découvert et qui a pensé effectivement que le darwinisme pouvait servir sa théorie. Donc à propos des géants, pour revenir à cela, comme je vous disais tout à l'heure, on se rend compte que les géants qui passent à la trappe alors qu'on leur mentionne plusieurs formes de gigantisme, les géants sont mentionnés à 17 reprises dans la Bible. Donc je parle de Goliath, il y a aussi l'Amir, il y en a plusieurs, il y a le roi Og, et il y a aussi Saint Augustin, donc un père de l'Église, qui dans la Cité de Dieu parle d'un géant, Nébroth, pourtant que je me souvienne, qui est un descendant de Cham, un des 3 fils de Noé. Dans la Cité de Dieu, donc, il dit que Nébroth est le constructeur de la tour de Babel. Saint Augustin dit cela. Très intéressant, hein? Athanas Kircher, c'est 1600-1681, le plus grand linguiste de l'Église catholique. Il parle 29 langues. Il est archéologue. C'est véritablement une tête pensante. Il étudie les géants dans un livre qu'il appelle Mundus Subterraneus. Ce qui est tout à fait intéressant dans ce livre, donc il répertorie les géants qui ont existé et qu'il trouve, notamment en Sicile, mais il parle aussi de l'Atlantide. Et il fait une carte de l'Atlantide que j'ai reproduit, enfin que j'ai repris dans mon livre. Je pense de mémoire qu'on est en 1660 ou 65. C'est-à-dire que le plus grand linguiste de l'Église catholique parle des géants et parle de l'Atlantide. Et on va voir que les deux sont liés. Alors, où trouve-t-on des géants avec certitude? Je ne sais pas s'il y a des Italiens ou des Sardes, mais vous pouvez aller en Sardaigne, discuter avec des Sardes. Ils sont convaincus que sur leur île, il y avait des géants. Il y a des tombes gigantesques, qu'on appelle des tombes nurag. Je faisais personnellement une fois une jeu dédicacée. Il y a un couple qui est venu, la dame était sarde, elle m'a dit oui, effectivement, tout le monde sur l'île sait ou croit qu'il y avait des gens sur notre île. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il y a des statues gigantesques sur l'île de Sardaigne, et vous retrouvez les mêmes statues gigantesques au sud de la Corse. En revanche, je n'ai jamais pu trouver des traces de légendes sur les géants en Corse. Et c'est quand même curieux. Alors, les preuves sur les géants en Sardaigne. Le Figaro, du 31 octobre et du 1er novembre 1953. Et le bulletin de la Société préhistorique de France de 1953, donc la même année. Volume 50, numéro 11 et 12, pages 645-646. Mentionne la découverte de 2 squelettes de 3 mètres dans les tombes nurag en Sardaigne. En 1890, dans la commune héroltaise, donc pas loin d'ici, de Castelnau-le-Lez, l'anthropologue Georges Vacher de la Pouge, anticlérical et socialiste et militant. Il découvre un fémur, le bras et le fémur d'un homme de 3 mètres et demi. Les ossements ont été analysés à l'université de Montpellier, qui a confirmé leur authenticité. Les conclusions ont été publiées dans la revue La Nature en juin 1890. Je peux aussi parler, pas loin de Vichy,
ville qui nous est chère, du cas de Glosel. Glosel qui est un petit village où un certain Émile Fradin, le 1er mai 1924, sort les vaches, enfin au moins une pour aller labourer, et un des pieds de la vache s'enfonce et se bloque. Et quand il retire le pied de la vache, il se rend compte qu'il y a des poteries avec dessus des écritures complètement, enfin qui démentent l'histoire de la découverte de l'écriture. Et il trouve sur ces vases en argile des empreintes de main de 25 à 35 cm de long, appartenant à un homme mesurant de 3 à 4 mètres. On a tout fait effectivement pour cacher ces découvertes. Il a monté un musée privé. Je peux aussi parler du cas des habitants du Nevada et les Indiens Paiutes, qui connaissent les tribus de des récits, voilà, les géants de Sitka. C'est-à-dire qu'en fait, au Nevada, il y a des Indiens qui sont un peu embêtés parce qu'ils sont en collaboration avec des géants, mais qui sont cannibales. Donc ça facilite pas trop les relations. Et en 1911, à l'entrée d'une grotte, des mineurs ont creusé à 4 pieds de profondeur. Ils ont trouvé des flèches brisées que les Indiens avaient tirées sur les géants. C'est-à-dire que les Indiens avaient trouvé un stratagème. Ils avaient conduit à tirer les géants dans une caverne pour c'est une embuscade pour ensuite mettre le feu et leur tirer dessus avec des flèches. Et on a retrouvé en 1911 effectivement les flèches. Les références sont dans mon livre. Et ça va même plus loin parce qu'on a trouvé donc des squelettes de géants avec des cheveux roux mesurant 2,40 m à 3,60 m. Je vais continuer sur les preuves. Le journal La Croix que tout le monde connaît, très mauvais journal catholique. Très mauvais journal catholique. Le 3 avril 1952. Je fais une citation très longue, vous allez voir, vous allez rigoler. Durant la guerre du Rif, donc au Maroc, en 1924, les troupes françaises capturèrent dans les montagnes du Haut-Atlas des adversaires grands, blonds, à la peau blanche et aux yeux bleus. Ça, c'est La Croix qui l'écrit. Lorsque l'on amena les premiers prisonniers, on s'aperçut qu'ils parlaient une langue inconnue de toute l'Afrique. Ce sont les descendants des Vandales, venus du nord, dirent les ethnologues. Non, répliquèrent les partisans de l'Atlantide. Ces hommes sont des Atlantes. Cette affirmation parut exagérée et ne fut jamais scientifiquement prise au sérieux. Toutefois, quand pendant la dernière guerre, une expédition américaine, au prix de périlleux efforts, avança dans les parties impénétrables et inexplorées des sauvages contrées, brésiliennes, afin d'y trouver du caoutchouc, elle fut attaquée en embuscade par de grands hommes sauvages aux cheveux blancs. Les représentants scientifiques de l'Atlantide triomphaient donc, mais le mystère reste cependant entier. Voilà ce qu'écrit donc La Croix, le journal La Croix, le 3 avril 1952. C'est-à-dire qu'il parle de géants au Maroc, l'armée française capture en 1924, qui ramène à l'Atlantide, et il parle aussi de géants au Brésil. Alors effectivement, La Croix, à l'heure actuelle, je pense que serait tout à fait incapable de réécrire sur les géants, tout simplement parce que le Vatican défend le darwinisme. C'est très bien que le Vatican n'est absolument pas le cœur, n'est plus le cœur du catholicisme. Je renvoie à l'exposé d'hier. En tout cas, le 23 octobre 1996, devant l'Académie pontificale des sciences, le pseudopape Jean-Paul II affirme que les nouvelles connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de l'évolution plus qu'une hypothèse. Alors ça c'est quand même fou parce que le darwinisme est ce qui permet de démonter la foi, et vous avez un type qui se fait passer pour un pape qui va dire complètement l'inverse. Je vais quand même, parce que il faut répéter les choses. Jean-Paul II en 1980 a décoré Jimmy Savile, qui violait des cadavres dans les hôpitaux de Londres, qui se faisait embaucher gratuitement, qui est l'ami le plus proche du prince Charles. Il l'a décoré de l'ordre de Saint-Grégoire en 1980, ce pape-là.
entre autres, et c'était aussi un proche de la famille Solvay qui est au cœur du scandale du trou en Belgique. Jean-Paul II est un ami, on peut penser, des pédosatanistes. En tout cas, il les décore. Et quand Jimmy Savile est décédé, en 2008, dans la cathédrale de Leeds, vous aviez, les images sont très claires, une brochette de francs-maçons avec leur accoutrement de guignols, leur tablier, leur apparat de clown, quoi. C'est marrant de remarquer que les pédosatanistes ont des amis francs-maçons. Donc je continue sur les géants. Le docteur Louis Burkhalter, archéologue de la Société française de préhistoire, célèbre pour ses fouilles au Liban et en Syrie, mentionne en 1950 dans le bulletin du musée de Beyrouth que l'existence de géants à la période acheuléenne, c'est-à-dire quasiment 2 millions d'années, il y a quasiment 2 millions d'années, est un fait scientifiquement établi. C'est ce qu'il dit. Donc je répète, le docteur Louis Burkhalter, qui est archéologue de la Société française de préhistoire. Il s'appuie notamment sur des outils préhistoriques exhumés dans la ville de Safita, dans le nord-ouest de la Syrie, ainsi que dans le sud du Maroc, comme par hasard. Je parlais du Maroc en 1924 avec la bataille du Rif, la guerre du Rif, pardon. Et il s'appuie donc pour le Maroc sur ce qu'a trouvé les recherches du capitaine Lafanecher. Les outils syriens pèsent de 2,50 m à 3,50 m, pèsent de 2 kg 500 à 3 km à 3 kg 500, et ceux du Maroc donc plus de 4 kg à 8 kg, ce qui valide selon lui, donc selon Burkhalter, l'existence de géants. Donc selon ces outils, donc Burkhalter dit voilà, ça ne pouvait être manipulé que par des géants. Il y a 4 ans, j'étais allé à Knossos, donc en Crète, et vous avez au musée d'Héraclion une hache qui fait 2 mètres, une hache biface, et quand vous allez là-bas, on vous explique que c'était des outils de décoration, enfin ce sont des outils, ce que je raconte, ce sont des haches de décoration, mais on balaye d'office le fait que ces haches auraient pu être manipulées par des géants. Or en fait, ce qui est tout à fait étrange, c'est que Knossos est fondé, ou aurait été fondé par Minos, qui était un géant. Et on retrouve la tombe du géant Minos à Gourfa, en Sicile, qui est une tombe gigantesque. Ce qui est complètement étrange, c'est qu'en 1928, dans un livre qui s'appelle en anglais The Minoan Mycenaean Religion and its Survival in Greek Religion, en français c'est plus facile, le minoïen, la religion mycénienne et sa survivance dans la religion grecque. Donc le mythographe et helléniste Martin Persson Nilsson donne explication plus simple. Pour lui, cette hache, la hache pouvait être la hache des sacrifices qui est devenue ensuite un objet de culte. Et il écrit très clairement dans ce livre, donc j'ai traduit le passage, hein. Elle était au début la hache du sacrifice, la hache avec laquelle l'animal sacrificiel est tué peut revêtir une grande importance religieuse, comme instrument de culte en vertu de leur finalité. Elles sont traitées avec une vénération spéciale. L'instrument principal des sacrifices a pu devenir naturellement saint et être considéré comme un symbole du culte. Ainsi, la double hache, c'est ce qu'il écrit en 1928, a pu devenir un symbole et un objet de culte. La distinction entre les deux étant parfois ambiguë. Donc, Nilsson, qui est mythographe et helléniste,
est très prudent sur l'origine, effectivement, ou du moins sur l'explication d'objets décoratifs. Et ce qui est intéressant, c'est que cette hache géante que l'on trouve effectivement au musée d'Héraclion, qui appartenait, ou qui a été trouvée, pardon, à Knossos, fondé par Minos, qui lui-même était un géant. Vous retrouvez des géants dans toute la région du bassin méditerranéen. Alors, je vous parlais tout à l'heure effectivement de la tombe de Minos à Gourfa, qui est une tombe gigantesque en Sicile, mais vous retrouvez aussi en Sicile des traces, ou du moins on va dire des pistes qui vont vers l'existence des géants. Alors tout à l'heure je vous avais parlé du prêtre jésuite Athanase Kircher du XVIIe siècle, qui est un prêtre jésuite allemand, donc il parlait 29 langues, et lui donc fait une classification des géants. Et il parle d'un géant de Sicile qui a été trouvé donc 200 ans avant l'écriture de son livre. Il parle d'un géant de Sicile trouvé en 1401 à Trapani, qui mesure 9 mètres, au lieu de 2,82 m pour Goliath. Chose aussi encore tout à fait intéressante, c'est que dans l'Antiquité, les Grecs situaient le pays des Cyclopes en Sicile. Il semblerait que la Sicile intéresse beaucoup les géants, au pied de l'Etna, comme le fait Thucydide. Alors, Thucydide écrit, Thucydide est un historien et un politique athénien du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il écrit les plus anciens sont les Cyclopes, qui selon la tradition habitaient dans une partie de la Sicile. Et Thucydide reprenait les connaissances transmises par les navigateurs grecs depuis les premières expéditions coloniales qui remontent au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est pourquoi plusieurs poètes appelaient, c'est ce qu'ils mentionnent, la côte de Sicile Cyclopia Saxa, qui veut dire les rochers des Cyclopes, les Cyclopes qui sont des géants. Chose tout à fait curieuse aussi pour la Sicile, vous retrouvez 43 pyramides en Sicile. Des petites pyramides, comme vous l'avez aussi dans la RPI de Nice. Donc, dans mon exposé, je vous ai dit que les géants, on les retrouvait à travers, dans l'histoire de l'Atlantide, et je m'appuyais notamment sur le livre d'Athanase Kircher, qui, au XVIIe siècle, fait une recension des géants et fait un croquis, reproduit un croquis, dessine un croquis de l'Atlantide. Pour l'Atlantide, et vous allez voir, je vais faire le lien avec les géants. Il y a des choses tout à fait intéressantes qui appuient donc ce que pense Athanase Kircher. Alors tout d'abord, qui parle de l'Atlantide? C'est Platon dans le Critias. Et quand Platon, ça se lit très vite, en une heure vous avez lu le Critias, et Platon qu'est-ce qu'il dit? Déjà il commence en disant l'Atlantide n'est pas une légende mais c'est une histoire vraie. Il met un peu les points sur les i, et il raconte que il y avait sur l'Atlantide des fossés gigantesques, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire des dizaines de mètres de profondeur, des dizaines de mètres de large, etc., etc. Il donne des mesures très précises dans son livre. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que si Platon parle de l'Atlantide, il dit aussi que le roi Poséidon donc était le roi de l'Atlantide. Et j'ai remarqué une chose tout à fait intéressante, c'est que selon Homère, Poséidon avait un petit-fils qui s'appelait Alcinos. Et Alcinos était le chef d'une tribu, peut-on dire, qu'on appelait les Phaéciens.
Et selon Homère, les Phaéciens étaient des géants. Alors ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas trouvé si Alcinos, le petit-fils de Poséidon, qui était le roi de l'Atlantide, je n'ai pas trouvé si Alcinos était un géant. Et c'est quand même curieux que s'il est le roi des Phaéciens, qui est un peuple gigantesque, on peut se poser avec justesse la question, est-ce que cet Alcinos, petit-fils donc de Poséidon, était un géant lui-même? Et c'est tout à fait pertinent parce que on se rend compte à travers Platon qu'il y a sur l'Atlantide des travaux complètement gigantesques. Il y a là aussi des questions qui ont l'air de se recouper. C'est tout à fait intéressant aussi de constater qu'en 1921, et j'ai les références très précises à la page près dans mon livre, le prix scientifique, le prix Nobel en 1921, le prix Nobel de chimie Frédéric Soddy affirme, prix Nobel de chimie en 1921, Frédéric Soddy affirme que la civilisation de l'Atlantide était plus évoluée que notre civilisation. Et ça, en conclusion, je vais vous expliquer pourquoi c'est possible par rapport à la Bible. Alors vous voyez qu'en prenant des lectures tout à fait sérieuses, on voit que, et je vais enchérir encore après, on voit effectivement que l'Atlantide a existé, de par Platon, de par un prix Nobel aussi scientifique, et vous avez des preuves de l'Atlantide qui sont très claires. Et comme on est à Perpignan, vous avez un journal que j'ai vu encore hier au café, qui s'appelle l'Indépendant de Perpignan. Et bien l'Indépendant de Perpignan, le 3 avril 1981, écrit « L'Atlantide, île légendaire engloutie à la suite d'un cataclysme, aurait bien existé selon les savants soviétiques qui affirment l'avoir localisée au large de Gibraltar. » Je vous ai parlé en introduction, j'ai fait une citation de Crombette. Crombette, qui est un spécialiste du Copte ancien, archéologue, qui attaque Champollion sur ses soi-disant découvertes des hiéroglyphes, enfin de l'interprétation des hiéroglyphes, Champollion qui était franc-maçon bien entendu. Crombette affirme que l'Atlantide a disparu en 1226 avant Jésus-Christ. Et il travaille avec un certain Jules Rouche, qui est le directeur du musée océanographique de Monaco. Il explique que l'engloutissement de l'Atlantide a pu provoquer une onde, c'est-à-dire une vague gigantesque qui a eu une vitesse de 200 mètres secondes. Et comme Gibraltar n'existait pas, cette vague a contourné le continent africain et a provoqué l'ouverture de la mer Rouge. Crombette explique ça, ce qui aurait pu donner l'occasion, on va dire, permettre aux troupes, effectivement, au peuple de Moïse de quitter l'Égypte. Et avec le reflux, en fait, la vague s'est refermée sur les troupes de Pharaon. Alors, je n'ai pas trouvé d'autres scientifiques qui disaient ça, mis à part Crombette. Mais ce qui est intéressant, c'est que Crombette dit que donc il donne toute légitimité à cette histoire biblique. Pour être objectif, je n'ai pas trouvé d'autres scientifiques pour appuyer ces dires. Mais il a travaillé là-dessus avec Jules Rouche, donc dans les années 30, directeur du musée océanographique de Monaco. Et ce qui est très intéressant, c'est que Crombette, en revanche, qui dit ça, dit que l'engloutissement de l'Atlantide a provoqué la surrection de la chaîne himalayenne. Et là, il n'est pas le seul à le dire, puisqu'il est appuyé dans cette théorie en 1969
par ce professeur que j'ai cité en début d'exposé, qui s'appelle Louis-Claude Vincent, professeur de l'école d'anthropologie de Paris. Ce sont quand même des gens un peu sérieux, quoi. Qui portent crédit à, effectivement, des théories qui ne sont pas, qui ne sont pas du tout ridicules, et en tout cas le sont bien moins que les théories du darwinisme qui n'ont jamais été prouvées et qui sont défendues par la franc-maçonnerie. Je continue sur les preuves de l'Atlantide. Et après, on va faire le lien avec les géants et l'Atlantide, à travers les Incas. En 1996, un livre que je vous conseille très fortement. Très fortement. Livre de Pierre de Quenesse, ingénieur en génie atomique, créationniste. Il a écrit un livre qui s'appelle La science du XXe siècle, mythologie ou Bible du démon. Il est de Toulon d'ailleurs. Il écrit toutes les ruines découvertes, donc au large des îles Canaries, toutes les ruines découvertes se ressemblent et sont comparables à des constructions mégalithiques de l'Amérique du Sud, des côtes européennes et asiatiques. Dans ce livre-là, il dit qu'il y a des constructions pyramidales sous l'eau, au large effectivement des îles Canaries et même des Açores, qui ressemblent aux pyramides Incas. Fernand Crombette, dont je vous parlais tout à l'heure, rapporte à l'été 1898 qu'un navire était employé à la pose d'un câble télégraphique sous-marin qui devait relier Brest au Cap Cod. Et le câble donc s'est agrippé, il a cassé. Ça c'était à 500 000 environ au nord des Açores. Et il parle effectivement d'une profondeur moyenne d'à peu près 1700 brasses, etc., ou 3100 mètres, pour être plus précis, 3100 mètres. Et donc ce câble s'est agrippé, il a cassé. Quand ils l'ont remonté, ils se sont rendus compte qu'effectivement il y avait une roche basaltique qui était au contact de l'air, qui avait été au contact de l'air. Ce qui, je dois préciser que certaines pyramides Incas, comme les statues Moai, sont en roche basaltique, roche volcanique. En tout cas, ces morceaux de roche ont été exposés à l'école des mines de Paris, et ça a été signalé en 1899, un an après, à l'Académie des sciences. Chose aussi tout à fait intéressante, dans un livre qui s'appelle The Sacred Landscape of the Inca, The Cusco Sake System, le docteur en anthropologie de l'université de Chicago, qui s'appelle Brian Bauer, mentionne l'existence de géants qui plusieurs siècles auparavant auraient pu porter la civilisation Inca à un très haut niveau technique. Donc je répète, c'est un anthropologue qui s'appelle Brian Bauer, anthropologue à l'université de Chicago. Et il part du principe que, effectivement, des géants auraient pu porter la civilisation Inca à un très haut niveau de technologie. Alors c'est tout à fait intéressant parce que on se rend compte que les géants auraient pu peupler l'île de l'Atlantide. Quand on voit les déclarations de Frédéric Soddy, prix Nobel de chimie, qui dit que l'Atlantide ou que les Atlantes étaient une civilisation plus avancée que la nôtre, ça se recoupe avec les déclarations de Brian Bauer, qui lui pense que les géants sont à la base de la civilisation, des progrès technologiques de la civilisation Inca. Et c'est d'autant plus troublant que lorsqu'on parle des pyramides Incas
comme enfin, différents Pérou ou autres, on parle, donc on voit que ces pyramides ont été construites à des altitudes tout à fait, enfin, à 3000 mètres, je pense aussi au cas de Tihuanaco à 3900 mètres d'altitude en Bolivie, avec des blocs de pierre qui font des centaines de tonnes à 3900 mètres d'altitude. Et quand on écoute les légendes, quand on prête attention aux légendes, on parle effectivement, enfin les légendes mentionnent l'existence de géants qui seraient venus d'une île lointaine. Et parlent même de géants au visage blanc. Combet a étudié aussi le nom des villages ou de certains lieux en Amérique du Sud, qui s'appellent Aztlan, des dérivés de Atlantide, comme par hasard. Je mentionnais tout à l'heure le cas, enfin, à l'instant, des statues Moai, qui sont plus de 1000 sur l'île de Pâques. Les légendes pasquanes parlent donc de statues donc, en roche basaltique, où en 2010 on s'est rendu compte qu'aux 3/4 elles étaient englouties, enfin elles étaient sous la terre. Et les légendes pasquanes parlent d'hommes, ne parlent pas de géants, mais elles parlent d'hommes à grande stature, j'essaie d'être très précis dans mes termes, qui seraient venus d'un autre pays pour construire ces statues. Alors vous avez un créationniste de mémoire qui s'appelle Wilson, que je mentionne dans mon livre, qui dit qu'il aurait fallu à 6 hommes plus d'une année pour tailler la seule tête d'une statue Moai. On ne sait toujours pas comment ces statues ont été taillées. En tout cas, sur l'île de Pâques, vous avez un mur qui s'appelle le mur de Attendez, je pense l'avoir dans mes notes. Non, je n'ai pas dans mes notes. Le mur donc de Vianu Apu, quelque chose comme ça, qui est un mur en roche basaltique et qui ressemble très étrangement, comme si c'était une pyramide qui n'avait pas été terminée ou qui avait été cassée. Ce mur ressemble parfaitement, de par la roche basaltique, de par l'assemblage des pierres qui sont parfaitement imbriquées sans ciment, au mur de la pyramide de Tihuanaco, donc en Bolivie, qui est à 3900 mètres d'altitude. Donc quand on relie les légendes pasquanes qui parlent d'hommes à grande stature qui seraient venus d'ailleurs pour tailler ces statues Moai, on trouve là encore des ressemblances. Et chose tout à fait étrange, ça c'est de l'archéologie tout à fait officielle, les statues Moai montrent effectivement des oreilles tirées vers le bas avec une forme de turban sur la tête qui correspond, sont des caractéristiques de la noblesse inca. C'est-à-dire les gens de la noblesse inca avec des oreilles longues, avec un turban sur la tête. C'est ce que j'ai trouvé en tout cas sur les explications. Donc encore une fois, il semblerait que l'île de Pâques soit la croisée des chemins entre le gigantisme et l'Atlantide, ou du moins la civilisation inca. Vous avez là aussi un navigateur espagnol en 1772 qui va sur l'île de Pâques, qui s'appelle Aedo y Fernandez, et qui affirme que dans le sol de l'île de Pâques, vous avez des pyramides. Alors c'est tout à fait pertinent parce qu'il a fallu attendre 2010 pour constater que plus de 1000 statues Moai étaient aux 3/4 enfouies.
On voit bien là aussi le sérieux de cette science et qui va nous expliquer plein de choses et qui est infoutu de montrer que vous avez des statues qui sont en 3/4 enfouies. Il suffisait tout simplement de creuser. Alors effectivement, il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Et moi je suis persuadé qu'il y a des gens qui connaissaient effectivement la caractéristique de ces statues qui étaient enfouies et qui n'ont pas attendu certainement 2010 pour le découvrir. Parce que notre monde scientifique est fait de la manière suivante, c'est-à-dire que vous, on vous balance le darwinisme, mais ces gens, que j'appelle les Illuminati, connaissent très bien l'histoire de l'humanité. Vous, on vous parle de milliards d'années, mais eux savent très bien que la Terre a 6000 ans. Alors là, je vais vous donner un cas qui est très intéressant. On approche de la fin de l'exposé. Je dis ça pour vous tenir en haleine un peu. C'est un équateur. Vous avez la Cueva de los Tallos, qui est une énorme caverne. Et cette caverne, enfin, ce sont des galeries, un cas, qui ont été découvertes par le père Crespi, qui est un père d'origine italienne, qui est missionnaire pendant un Équateur. Et ce sont des Indiens qui lui montrent l'entrée des galeries souterraines de la Cueva de los Tallos. Et là, c'est pour vous montrer qu'il y a deux sciences, c'est-à-dire la science qu'on nous balance nous, et puis une science secrète, certainement tenue par les Rockefeller, les Rothschild, tous les satanistes de ce monde, qui nous expliquent que Darwin est la vérité. Et cette histoire est vraiment passionnante. Donc nous sommes dans les années 60, et le père Crespi trouve des plaques en or dans ces tunnels, etc., gigantesques. Et donc il les remonte à la surface. C'est un prêtre, donc il est honnête. Il n'appartient pas à une religion où on place les choses en or. Il n'est pas franc-maçon. Il n'est pas très missionnaire. D'ailleurs, il suffit de regarder son sourire, on voit que c'est un homme de Dieu. Il y a des choses qui ne mentent pas. Vous n'avez pas un franc-maçon qui a un sourire aussi beau que le père Crespi. Et le père Crespi remonte à la surface ces plaques en or dans les années 60. Et ce sont des plaques en or qui représentent des opérations du cerveau, des dinosaures, des Indiens en train de regarder l'univers avec des lunettes. Il met ça dans son église, chose qui ne s'est jamais passée auparavant. L'église prend feu. Et il perd la plupart, effectivement, de ces vestiges. Et puis après, l'église est pillée, donc tout ce qui n'a pas été détruit est emporté. Quand même un peu étrange. Et vous avez un de ses amis qui s'appelle Moritz, qui est soutenu par le président équatorien pour aller faire une expédition Moritz. Nous sommes en 69. Et donc Moritz retourne dans la Cueva de los Tallos. Et donc il mène des investigations, enfin des recherches, et il se rend compte que, il s'en rend compte très vite, il est plus ravitaillé. Donc il remonte à la surface. Alors, je fais un peu d'humour. C'est la région des Jivaros, des réducteurs de tête. J'ai dû avoir un peu peur aussi. Donc il a vite couru et il est allé voir le président équatorien qui le soutenait. Et ça a été annoncé, l'expédition Moritz, par la très très grande presse équatorienne comme El Comercio, etc. Et alors il est surpris parce que il n'a plus d'amis. Toutes les portes se ferment tout d'un coup. Et là où c'est fort, c'est qu'en 5 ans après, en 74, il y a une mission quasi secrète qui est débloquée, qui s'opère, où vous avez l'armée américaine conjointement avec l'armée équatorienne qui font l'expédition spéléologique la plus longue et la plus coûteuse de l'histoire,
dans la Cueva de los Tallos. C'est-à-dire que Moritz, lui, plus personne ne lui parle, il ne peut pas mener son expédition à bien. Et là, après, vous avez 5 ans après, une expédition américaine, secrète, américaine avec l'armée équatorienne, et qui on retrouve à la tête de cette expédition 2 hommes tout à fait intéressants. Stan Hall, qui est un ingénieur écossais, un spécialiste de l'Atlantide, et Armstrong, l'homme qui n'a jamais été sur la Lune, qui officiellement il y a été, mais qui n'y a pas été, quoi. Tout le monde sait que le voyage sur la Lune, c'est un mensonge de la NASA. Et d'ailleurs, un jour, il faudra que je fasse un bouquin sur ça. Et là, j'ai cherché. J'ai téléphoné même à un écrivain spécialiste du satanisme dans le monde. Je lui ai dit, mais ce fameux Armstrong, est-ce qu'il est un Illuminati? Parce que c'est pas possible qu'il soit à la tête de cette expédition avec Stan Hall, avec l'armée américaine derrière lui et l'armée équatorienne, qui déclenche la mission Spéléo la plus longue et la plus coûteuse de l'histoire. Ils y restent plus d'1 an. D'ailleurs, entre parenthèses, quand ils sont revenus à la surface, ils ont dit on aurait trouvé quelques plantes rares. Ils y sont restés 1 an, quoi. Et ils ont dépensé un fric fou pour ça, pour trouver des plantes rares. Alors que quelques temps avant, 10 ans avant, ils ont trouvé des plaques en or. On aurait trouvé. Et Armstrong, chose tout à fait étrange, j'ai recherché, et c'est un écrivain allemand qui m'a apporté la réponse, Frank Hills, catholique, et il explique que Armstrong appartient au club satanique américain, le Bohemian, qui est connu par effectivement un journaliste texan qui était allé de mémoire, je crois que c'était dans les années 2000, Alex Jones. Donc il montre effectivement qu'il y a toutes les huiles de la politique américaine. Donc ce club est créé, je crois que c'est dans les années 1860 de mémoire, et qui se trouve en Californie. Et ce club donc fait des mimes de crimes rituels devant un dieu chouette. C'est une chouette qui fait 5 mètres de haut. Et donc vous avez les présidents américains, vous avez même le chancelier qui est mort récemment, Schmidt, Helmut Schmidt, qui a fait un discours là-bas. Il y a des photos là-dessus. C'est-à-dire que les gars, ils payent 30 000 $ par an pour aller voir des... Alors il y a tout, quoi. Il y a les hommes politiques, les pédosatanistes, tout ça. Ils payent 30 000 $ par an pour aller voir des mimes de crimes rituels. Bah, à mon avis, c'est pas que des mimes. Et donc je renvoie à mon livre sur pédosatanisme et franc-maçonnerie. Mais Armstrong appartient à ce club-là. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que ce type, il est au-delà des hommes politiques lambda, et il appartient au sérail, justement, du pouvoir mondial, tout simplement. Et quand il était à la tête de cette expédition en 1974 pour aller étudier la Cueva de los Tallos, ils savaient très bien ce qu'ils allaient faire là-bas. Et je le répète, c'est la mission de spéléologie la plus longue, la plus coûteuse de l'histoire, avec 2 armées quand même, l'armée équatorienne, l'armée américaine, et avec un spécialiste comme Stan Hall, qui était ingénieur écossais, spécialiste de l'Atlantide. C'est quand même des trucs un peu curieux, quoi. Quand on a une grille de lecture assez affinée, on comprend beaucoup de choses. Et vous avez la même chose avec les pyramides de Bosnie. Alors on ne peut pas affirmer que ce soit des pyramides, bien qu'il y ait beaucoup de choses intéressantes, comme des galeries souterraines à 70 mètres sous terre, où sans système d'aération, vous avez un air complètement pur. Vous avez des ions négatifs 30 fois supérieurs à la normale. Les ions négatifs ont la particularité d'être très bons pour la santé. Vous avez des scientifiques qui ont remarqué que par exemple vous avez un faisceau d'énergie qui part de la prétendue pyramide, et ce faisceau d'énergie s'accroît donc en intensité au fur et à mesure que l'on s'éloigne donc de la source, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de la prétendue pyramide. Alors j'étais obligé de le mentionner dans mon livre parce que ce sont des dizaines de scientifiques qui mentionnent le cas. Donc j'étais obligé d'être... Ça paraît fou, mais c'est ainsi. Donc ça veut bien montrer que vous avez des gens à l'époque
qui connaissait certainement certaines lois énergétiques de l'univers. Et pour ce qui est des pyramides de Bosnie, donc si elles sont réelles, mais en tout cas il y a des constructions très bizarres qui montrent une avancée technologique qui nous échappe. En 2008, le président de Bosnie donc s'est rendu sur place. Il était accompagné du prince saoudien Turki Al-Faisal, qui est le directeur de Al-Mukhabarat Alama, qui sont les services secrets saoudiens. Quand vous avez un gars comme ça qui se déplace pour aller voir des pyramides de Bosnie, je pense qu'il y a quand même une idée derrière la tête. C'est exactement comme la Cueva de los Tallos. Ça veut bien dire une chose, c'est que on vous présente le darwinisme et vous avez des gens qui connaissent très bien les secrets de l'histoire de l'humanité. Alors j'ai étudié un cas aussi, le cas de Derin Kuyu en Turquie, en Cappadoce, qui officiellement a été découvert dans les années 1960. C'est une ville souterraine qui a été construite dans les années 1900, avant Jésus-Christ, pardon, avec un système d'aération qui va jusqu'à 80 mètres sous terre, et on ne sait pas du tout comment ils ont fait, mais en tout cas c'est un système d'aération qui est extrêmement perfectionné, puisqu'il amène l'air à 80 mètres sous terre et à 20 étages sous terre. Et quand on a étudié ce cas, donc de cette cité souterraine, où on se rend compte qu'il y a des galeries qui mènent 9 km plus loin à une autre cité souterraine, on se rend compte de quoi? C'est qu'effectivement, il n'y a rien. C'est-à-dire que ça a été habité de 1900 avant Jésus-Christ à 500 après Jésus-Christ, pendant 2400 ans, plus de 2000 ans en tout cas, et quand vous y allez, il n'y a rien. C'est quand même curieux, comme s'il y avait quelqu'un qui était passé avant pour prendre les trucs, quoi, pour faire les ménages. Vous retombez sur les histoires de la vallée de la Cueva de los Tallos, c'est exactement pareil. Vous retombez sur les histoires des statues moaïdes de l'île de Pâques, où il faut attendre 2010 pour se rendre compte qu'elles sont enfouies aux 3/4, etc., etc., etc. Des cas comme ça, vous en avez plein. Hein. Je peux vous j'en ai à l'appel. Je peux aussi vous prendre le cas du docteur Khalil Messia, en Égypte, qui se rend compte qu'au musée du Caire, vous avez un petit oiseau, présenté comme un oiseau. Son frère est également scientifique. Ils grossissent la maquette, qui est en balsa, et ils se rendent compte qu'en fait, cet oiseau, qu'on présente comme un oiseau, mais sans pattes ni plumes, présente toutes les perfections, on va dire, d'un objet, d'un avion. C'est-à-dire que cet oiseau a toutes les qualités aérodynamiques. Alors ils ont fait des tests en soufflerie, etc. Le petit problème, c'est que cet oiseau, il date de l'époque de Séti Ier, c'est-à-dire plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Et vous avez aussi, ça ce sont des scientifiques, hein, les gars qui parlent de ça. Vous avez aussi le temple d'Abydos en Égypte, qui est maintenant fermé au public, où vous retrouvez des maquettes de sous-marins et d'avions. Je pourrais vous prendre aussi 36 000 cas comme cela. Quand on n'est pas loin, enfin on va dire par rapport à Paris, on n'est pas trop loin de Nice, vous avez le cas aussi d'Emilia Masson, qui est spécialiste au monde de proto-écriture, d'écriture préhistorique. Alors elle est invitée par un prix, par un chevalier de la Légion d'honneur qui s'appelle Delumlé, pour aller faire une conférence à Nice dans les années 90. Et Delumlé, bon, qui n'est pas quelqu'un de fréquentable, à mon sens. Donc elle va faire une conférence à Nice, comme Parcours le Monde n'avait pas trop branché là-dessus, enfin elle finit par y aller, et Delumlé l'amène ensuite voir l'arrière-pays de Nice, c'est-à-dire la vallée des merveilles. Et ça fait 30 ans qu'il est sur les lieux, et donc il lui montre des fossiles, enfin, bon, regarde ça comme ça. Et elle lui dit, mais nous sommes dans une vallée sacrée, regardez la montagne, on dirait que la roche a été taillée, c'est un visage, etc. Et par la suite, elle se découvre que il y a
des pierres, soi-disant faites par des hommes préhistoriques, qui représentent des constellations. Je pense que les hommes préhistoriques, ça devait être vif, ils dessinaient des constellations, quoi. Et ça va dans le sens. Alors après, elle a tout perdu, hein. Lui, il n'a plus rien invité, mais plus personne. Vous voyez, ça rejoint un peu ce que je vous expliquais. Avec laine rose, quand vous avez des choses qui dérangent le dogme de l'évolutionnisme, on détruit. Et les francs-maçons, les gauchistes sont comme ça, hein. Je le répète. C'est leur technique, hein. Et d'ailleurs, vous allez le comprendre encore bientôt, je veux dire. La dictature ne fait que commencer. C'est normal, puisqu'après les démons menteurs, vous avez les démons tueurs. Et on va le comprendre. Donc, Delumlé, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il était en charge de la grotte j'oublie le nom. La grotte de... Non, une autre. Là-bas, par là-bas, Lascaux. Oui, Lascaux. Qui, les recherches sont conduites par le Père Glory. Et le Père Glory devait certainement avoir une lecture, une interprétation biblique de la grotte, donc de Lascaux. Et il se rend compte effectivement que les archéologues ne prennent absolument pas soin du lieu, puisqu'ils font même leurs besoins dans la grotte plutôt que de sortir, enfin, etc., etc. Et le Père Glory a un accident de voiture. Après 6 mois de rééducation, il s'en sort, mais il a tout de suite un second accident de voiture qui lui prend la vie, en fait, qui l'emporte. Et juste après, donc, sa maison est cambriolée, on prend les croquis, etc., etc. Vous avez comme ça une multitude de cas qui va dans le sens de ce que l'on découvre aussi. C'est que j'ai pris le nom des scientifiques qui ont étudié cela. Les dessins dans les grottes, l'art pariétal n'est jamais à l'entrée d'une grotte, mais toujours dans des endroits inaccessibles et obscurs. Pour des hommes préhistoriques, c'est... et Jean Clotte, par exemple, qui est un préhistorien ariégeois, dit que 5% de l'art pariétal serait complètement... ne pourrait pas être reproduit à l'heure actuelle, tout simplement parce qu'il y a des complexités en termes de perspective ou autre qu'on ne pourrait pas reproduire. Ça fait quand même un peu trop, je veux dire, pour des hommes préhistoriques que l'on dit être abrutis. Et donc on voit effectivement, comme le dit la Bible en Genèse 3.5, où le laisse entendre, l'homme de la création est un homme bien plus évolué que l'homme d'aujourd'hui. Et au temps d'Adam et Ève, effectivement, l'homme de la création connaissait la harpe et l'instrument de musique, donc le chalumeau. C'est écrit, il suffit d'ouvrir dans la Genèse 3.5. Vous avez aussi un ingénieur en construction qui est décédé il y a quelques années, le docteur Henri Maurice, qui explique que l'arche de Noé, donc on retrouve sur le mont Ararat, comme par hasard, où les communistes, donc les bolcheviks, ont tué tous les scientifiques quasiment qui sont allés là-bas. Et certains, même ils sont retournés, comme le sergent Ed Davis de l'armée américaine. Ça a dérangé tellement qu'ils l'ont passé au détecteur de mensonges. Le gars racontait la vérité. Et concernant donc l'arche de Noé, ce que dit le docteur Henri Maurice, il donne les mesures, qui sont les mesures de la Bible, c'est très précis. En mètres, ça fait 135 mètres sur 23 sur 14. Et il écrit dans son livre The Biblical Basis for Modern Science que ces mesures permettent une inclinaison de 90% à cette embarcation sans qu'elle chavire. Sachant qu'à l'heure actuelle, le maximum, c'est 60%. À 60%, une embarcation est mal. Elle peut chavirer. Là, l'arche de Noé, à 90%, elle ne chavire pas. Qu'est-ce que l'on voit, entre autres?
que Noé connaissait très bien l'art des constructions navales. Et ça corrobore tout à fait ce que je disais à propos de la vallée de la Cueva de los Tallos, des pyramides de Bosnie, enfin, si elles ont existé, mais en tout cas, la structure qu'il y a sur les pyramides de Bosnie, montre que les ancêtres que l'on avait étaient bien plus évolués que l'homme d'aujourd'hui. Et ça recoupe ce qu'écrivait ce scientifique de l'université de Chicago que j'ai mentionné tout à l'heure dans un livre qui est disponible sur internet, Brian Bauer, qui dit que les géants sont à la base de la culture des Incas. Et quand on remonte la culture des Incas et qu'on va vers l'Atlantide, on tombe sur ce scientifique prix Nobel de chimie en 1921, Frédéric Soddy, qui explique que la civilisation des Incas était plus évoluée que la civilisation d'aujourd'hui. Voilà où est-ce que nous en sommes. Et tout ça par rapport à des interprétations de pères de l'Église. Si vous laissez les ésotéristes qui ont de bonnes observations avec des mauvaises explications, vous retombez sur le schéma de Dieu, sur le schéma de la création, sur la lecture biblique. Je répète qu'on a trouvé que le lièvre était un ruminant en 1950, ça faisait 2000 ans que la Bible le disait. Voilà quel est l'état de la science à l'heure actuelle. Tout simplement pitoyable. Pitoyable parce qu'elle a pour but, comme le dit Crowley, de mener l'homme à Satan. Tout simplement. Tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté.